voilà maintenant d'où le film maintenant commence. Ils nous ont pris tout. On était nus au désert, nus sur le soleil, sans barbouche, sans rien. Ils vont nous vendre encore comme des marchandises. C'est même dans la même nuit, dans mon sommeil, quelque chose de l'enfance me rappelle un dessin Aladdin, de l'étoile magique, l'étoile de la nuit qui guide dans le désert. Je dis, oh, je lève la tête, il n'y avait rien, juste une étoile, mon Dieu. Je me suis islamisé comme il voulait. J'ai fait toutes les ambitions et récité la chara. Quand tu sautes déjà, boum, tu dois courir. Il te fouette. Il te dit d'insulter la Guadia algérienne. Quand tu es sur la Guadia algérienne, tu répètes dans le côté algérien. Quand tu vois le côté algérien, il te fouette bien. Il te dit d'insulter le côté marocain. Il a traversé le désert, il a traversé la mer, il a quitté de l'Afrique pour l'Europe en passant par la route. Nous allons voir l'histoire d'un très brave, d'un jeune qui est très brave, aussi très courageux, qui a pris des risques pour pouvoir arriver peut-être chercher son avenir meilleur. Donc nous allons écouter son histoire très particulière, émotionnelle, émouvante. Bienvenue sur la chaîne LP Business. Cette chaîne, nous t'amenons à pouvoir quitter d'un point A à un point B, financièrement et intellectuellement. Alors aujourd'hui, nous allons pas parler de création de richesse en elle-même. Là, nous allons voir avec le jeune qui est avec moi aujourd'hui. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, il faut te détendre. Je me porte très bien. Voilà, donc il faut être relax. Les spectateurs vont découvrir ton histoire. D'accord. Alors, tu vas regarder la caméra et tu vas te présenter, tu vas donner ton nom et juste ta présentation. Ok. Bon, moi c'est Jordan Tchenkwa de Cameroun, camerounaise de Yaoundé, capitale. D'accord. Alors Jordan, tu m'as raconté ton histoire en off. Ça m'a tellement touchée. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui désirent aller en Europe. Bien sûr. Et en passant surtout par la route. La route, bien Alors, sûr. tu vas nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a poussé à le faire. Bon, il faut savoir quelque chose d'abord de notre pays. Nous avons un pays qui n'est pas du tout facile et évident. D'accord. L'éducation, ouais, tu peux étudier, mais à la fin, tu n'as pas un bon emploi comme tu as étudié pour l'avoir, quoi. Et bon, je suis dans une famille nombreuse et j'ai eu des frères, des grands frères, des grandes sœurs qui ont étudié, mais qui n'ont pas eu une fin comme on l'y pensait. C'est d'où, bon, c'est m'est venu à l'idée, même pas que c'est m'est venu à l'idée. D'abord, l'essentiel, c'est que c'est comme si quelque chose m'appelait à sortir. Ok. Quelque chose m'appelait à sortir. Bon, quand Juste une toute petite parenthèse. Ok. À quel âge tu l'as fait? Bon, j'ai commencé à penser à l'aventure dès lors de l'âge de 14 à 15 ans. Mais Attends, s'il te plaît. 14 ans? à 15 ans. 14-15 ans. Ouais. Mais tellement c'est un âge très jeune pour pouvoir penser à cela. Et surtout, on sait qu'à 15 ans, 14 ans, ce sont les bébés à la maison. Ouais, bien sûr. J'imagine pas un petit ou une petite de 15 ans qui pense à l'aventure. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire à la maison, en famille? Tu n'étais pas à l'aise à la maison? Ou alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire, non, je prends la route? Bon, le déclin aussi, ça a été comme d'autres qui étaient les connaissances. Okay. Les connaissances qui sont allées et d'autres sont arrivées. Et c'est arrivé dans le quartier comme un écho. Que il y a plus bien dehors. Et comme j'étais aussi, comme vous dites, jeune, bon, je n'avais pas encore suffisamment d'expérience dans ça. Et aussi, j'étais jeune. C'est d'où, avec un peu de recul, avec des conseils, avec mes amis qui m'ont dit que non, c'est possible. Ils m'ont dit un peu des petits détails. C'est d'où alors moi, j'ai décidé, comme je faisais un peu du commerce, j'ai décidé d'épargner. On ne savait pourquoi. Bon, j'ai essayé d'épargner, Et là, tu as épargné tu as eu l'idée de 14 à 15 ans et tu as épargné, tu as décidé de quitter la maison. Bon, premièrement, je n'épargnais pas pour cet objectif, même comme j'avais cet objectif en tête. Okay, d'accord. J'épargnais pour un futur, bon, un petit business au quartier, une petite boutique de m'asseoir pour gagner mon argent de jour en jour. Et bon, c'est mes souvenirs que mon meilleur ami, l'un de mes meilleurs amis, est sorti. Il a fait son parcours, il est arrivé en Europe. Son parcours là, c'était par la route aussi? Par la route, ouais, effectivement, par la route. Et bon, avec ce que j'ai eu, bon, parce que moi aussi, j'ai fait des études d'un petit niveau scolaire. Et en fait, mon ami là, n'avait pas du tout un niveau qu'on peut dire. Il n'était pas là à l'école et tout ça. Bon, c'est d'où moi aussi, j'ai décidé que bon, si lui, il a pu arriver, moi-même aussi, je peux arriver. Wow. Ça étant tout jeune? Tout jeune, tout petit, vraiment tout petit. Et bon, c'est par là alors que bon, j'avais déjà un peu mes petites économies épargnées. Il faut aussi savoir
savoir, on ne sort pas pour sortir. Celui qui sort pour sortir, il n'aura pas la force d'avancer devant. Il va toujours chercher à vouloir rentrer lorsqu'il va trouver une barrière. Quand il va voir un petit problème, il va dire non, j'étais bien dans mon pays, c'est mieux que je rentre. Bon, là, dans mon cas, ça n'a pas été la même chose. Dans mon cas, c'est que je sentais une force en moi qui m'appelait à sortir. Comment est-ce qu'on fait pour sentir la force à l'âge de 16 ans? Voilà. C'est parce qu'on ne trouve plus sa place. Okay. Je ne trouvais plus ma place. Je sentais que peu importe si j'étudie ou pas, que j'ai des diplômes ou pas, je ne sentais plus que ici, c'est ma place. C'est-à-dire, alors, quand je comprends bien, ça dit que tu as été influencé par le départ des voisins de ton entourage, de mon entourage, environnement. Oui. Les voisins, ceux qui sont partis, Oui. Vous avez eu l'écho que non, là-bas, c'est bien, on peut passer par là, on arrive. Ouais, et hormis de ça aussi, je sentais que je voulais déjà sortir, mais je ne savais pas où aller. Bon, et quand j'avais déjà une connaissance qui a pu faire cette aventure, cette route et qui est arrivée, bon, j'ai une fois eu l'idée que voilà quelque chose que je peux aussi faire, ou essayer en fait quoi. Waouh, ça c'est vraiment une histoire incroyable, surtout pour une très jeune personne de 16 ans. Et si on va rappeler ici que tu es de quelle nationalité? Je pense que tu as oublié de le mentionner. Je suis de Cameroun, de Yaoundé, je suis né et j'ai un peu grandi à Yaoundé. Ça veut dire que tu as commencé ton voyage de Yaoundé pour l'Europe. Pour l'Europe. Et avant de quitter, est-ce que tu avais un pays en particulier ou bien tu partais juste partir? Je partais juste pour partir, je disais juste l'Europe. Et quand on me demandait où était l'Europe, je montrais sur la carte. Dès lors que ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Europe. Waouh, ça c'est vraiment une histoire extra. Et là maintenant, quand tu as eu l'envie de partir, quand tu as eu le déclic que non, tu devais partir, comment tu as préparé ton voyage? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu as pris ton sac à dos, tu es parti? Ou alors des mois et des mois, tu t'es préparé, arrangé un budget? Tu avais un budget conséquent? Ouais, j'avais déjà une petite somme gardée, mais dès lors... Une petite somme, on peut connaître c'était combien ou bien? Ouais, une petite somme était comme 500 000 francs. Francs CFA? Francs CFA. D'accord. Et bon, mon ami qui m'a dit, il m'a demandé combien j'avais. Je lui ai dit, bon, j'ai 500 000. Il m'a dit, bon, ça peut t'amener jusqu'à tel point, comme au Maroc, par exemple. Mais tu vas devoir payer encore pour le transport du Maroc pour l'Europe, pour l'Espagne, qui est le prochain pays. C'est d'où alors je suis resté encore pour organiser plus mon voyage et j'ai pu travailler encore 500 000 plus. Ça veut dire que tu pouvais pouvoir te générer de l'argent 500 000 facilement à l'âge de 16 ans? Je pouvais me générer, mais en travaillant dur et dur. Pour mon âge, qui était 16 ans, qu'un enfant devait être à l'école, étudier. Moi, je travaillais du matin et en soirée. D'accord. Et bon, c'est un peu ça. Et les parents, quelle était l'idée des parents dans ça? Comment tu as fait pour gérer l'humeur des parents? Bon, ça n'a pas été du tout évident pour ma mère premièrement et pour ma famille. Précisément pour ma mère de laisser son petit-fils aller en aventure. Mais elle-même a senti, comme je dis tantôt, que c'est comme un esprit qui m'appelait de sortir. Même ma mère me voyait à la maison, je n'arrivais plus à dormir. Et tu lui avais dit que je vais partir, bien tu es seulement parti? Je lui ai dit, j'ai toujours dit, maman, je vais partir, je veux partir, je veux partir. Wow. Et c'est un peu comme ça. À force de répéter à ma mère, bon, c'est comme si elle avait accepté l'idée, sans pouvoir accepter, quoi. C'est comme si elle avait accepté l'idée. Et bon, c'est comme ça, alors, d'un soir comme ça à l'autre, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, bon, tu vois, mes grands feront des diplômes, tout ça, et ils ne sont pas situés. Même si je pars à l'école, je fréquente, rien ne prouve que dans un futur proche, j'aurai un boulot. Mais j'ai des amis qui me disent que devant, ça peut marcher. Sans ça, ma mère m'a donné ses conseils, on a fait un groupe familial, on s'est assise, j'ai embrassé tous mes soeurs, mes grandes soeurs, mes frères. Je lui ai dit au revoir. J'ai embrassé ma mère tellement fort parce que c'est que ce voyage que je veux commencer, nous ne savons pas la fin ni le début. On ne sait pas si je vais arriver ou je vais caler en haut. C'est vraiment impressionnant de voir un parent qui laisse son enfant, un jeune enfant, de partir d'un lieu inconnu, surtout en passant par le désert. Est-ce que avant de partir, tu avais déjà entendu, il y a des personnes qui sont parties, sont mortes sur la route ou bien cette information, est-ce que tu connaissais? Cette information, non, je ne l'avais pas. Ah, okay. Et aussi, il y a d'autres qui sortent sans aviser les parents, par peur qu'ils vont les bloquer. Et moi, je voulais vraiment dire au revoir à ma mère et lui donner la sensation que je peux arriver. Bon, même si elle disait non, je devais toujours chercher un moyen ou un jour je devais sortir sans lui dire. Et ça devait pas me plaire. C'est d'où alors, j'ai parlé, elle m'a écouté, elle a dit bon, si c'est ta dernière décision, s'il n'y a rien à faire, je te donne ma bénédiction. Raconte-nous ton voyage, raconte-nous comment ça s'est passé. Étant de Yaoundé, c'est quel trajet, tu as pris quel trajet jusqu'à arriver à ta destination?
Bon, pour sortir, je ne connaissais pas le pays, premièrement. Mon pays même, je ne connaissais pas toutes ses frontières et ses limites. Mais je savais seulement que, comme le Cameroun est là, le Niger est là, le Nigeria est là, le Niger est là, l'Algérie, le Maroc et puis l'Espagne. Ça, c'est le trajet que j'avais en tête de map de l'Afrique, quoi. Map de monde. Yeah. Maintenant, c'est de là que je sors, je commence à chercher, faire mes recherches. Comment on fait pour sortir du pays? C'est du coup, on me dit, non, tu peux quitter de Yaoundé, passant par Bamenda, ou tu peux faire de Yaoundé, passant par le nord. Dans mon cas, je fais de Yaoundé, Bamenda. Okay. Et puis Bamenda, je suis passé par Kano. Exactement. La frontière avec quel pays? Kano est frontière avec Cameroun. Kano, c'est une ville de quel pays? C'est une ville du Nigeria. Ah, ok. Kano, c'est une ville frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. C'est une ville du Nigeria qui est à la frontière du Cameroun-Nigeria. Ouais. Okay. C'est bon, tout commence par là-bas. Okay. Une fois que tu as décidé... Et en partant de Yaoundé pour Kano, c'était en voiture? En voiture, on a pris le bus. D'accord. Quand tu quittais de Yaoundé déjà pour Kano, c'était nombreux ou alors? Non, j'étais seul. Ouais, j'étais seul. D'accord. Et le parcours arrivé de Kano, maintenant, la suite, après Kano, qu'est-ce qui s'est passé? De Kano, je suis arrivé, comme on dit, à la frontière. Le policier en question m'a bloqué. Je n'avais pas de connaissance. Bon, j'étais seul, comme je disais. Le policier a bloqué parce que j'étais mineur. Il dit, cet enfant part, tu pars où? Moi, il dit, c'est moi, je pars en Europe. C'est d'où alors, il essaie de me convaincre. Il dit, non, j'ai pris ma décision, je dois partir. Tu avais les papiers quand même pour sortir. Quittant du Cameroun pour le Nigeria, tu avais tes papiers pour traverser? Juste l'acte de naissance. Juste l'acte de naissance. Et bon, c'est lui qui m'a dit, mon fils, si tu as décidé de partir, je peux t'aider en te montrant un monsieur qui peut te laisser à une autre destination parce qu'il y avait des motomans dès la frontière déjà, en tout cas qui passaient déjà des gens pour d'autres villes. C'est comme un business pour eux, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. Ils connaissent déjà que ça se passe comme ça. Oui, oui, même la police des frontières. Il faut monétiser. Oui, il faut payer. Wow, d'accord. Ouais, c'est comme ça alors où le commissaire de la frontière appelle le passeur, un motoman, que voici l'un de mes jeunes. Le motoman nous a porté, nous a mené dans Lagos. Et il y avait déjà certains messieurs qui étaient là pour ça, pour prendre d'autres passagers, pour amener dans une zone, autre zone. C'est une chaîne, quoi, les transports. C'est carrément une chaîne. C'est une chaîne, ce sont des gens qui se connaissent entre eux. D'accord. Bon, il y a plusieurs chaînes, mais celui qui nous a porté avait déjà sa personne de confiance dans une autre ville. Et c'est comme ça qu'il nous a remis dans les mains de cette personne et on lui payé la somme qu'on avait prévue avec le motoman. Et on a encore refait un autre plan de paiement avec le conducteur qui devait nous porter pour une autre ville. Wow. Ça veut dire vraiment il faut se préparer avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et bon, de cette ville d'où je suis, Lagos, qui est la capitale, bon, c'est d'où alors, bon, il nous a porté avec son camion pour une autre destination, qui était toujours au Nigeria. Passons par là de sortir la frontière maintenant du Nigeria. C'est d'où il nous a porté, il nous a encore laissé une limite à d'autres de ces gens. Bon, d'autres de ces gens qui font le même business. C'est d'où il nous a pris, on a encore refait notre plan de l'argent pour payer de l'argent. Il nous a dit, bon, c'est un montant, on a dit, ok. Il nous a porté pour la frontière du Nigeria, Niger. Donc vous avez quitté le Cameroun pour le Nigeria pour le Niger absolument. Ouais. D'accord. Et nous sommes arrivés au Niger, à la frontière du Nigeria, Niger. Pour traverser le Niger pour l'Algérie, il va falloir plusieurs personnes. Et ça prend du temps. C'est d'où le pasteur nous a dit, vous ne pouvez pas voyager un à un. On va vous regrouper. On nous a regroupés dans une petite maison, dont on dormait sur les tapis et tout ça. On a fait 2 mois dans cette maison, sans sortir dehors, juste dedans. Wow. Dans un terrain vaste comme ça, on était dedans, on ne sortait pas dehors pour la police de contrôle, tout ça, les bruits, on ne faisait pas. On a fait 2 mois jusqu'à on a eu le passa, comment on les appelle les passa, ont eu les gens qu'ils avaient besoin pour maintenant faire le trajet du Niger, vu qu'on passe par le désert pour arriver à Tamaracet, qui est la première ville, au premier village de l'Algérie. D'accord. Donc, pour quitter la ville où vous avez fait 2 mois au Niger, pour arriver dans la ville, la première ville de l'Algérie. L'Algérie, qui est un village, ouais. Ok, on passe par le désert. On passe par un vaste désert. Voilà maintenant d'où le film maintenant commence, d'où vraiment il y a trop de problèmes, d'où c'est le plus compliqué du voyage, le plus compliqué vraiment. C'est d'où moi-même j'ai senti la complication. C'est d'où on était nombreux, nous sommes dans une 4x4-2, il y avait 2 4x4, on s'est rempli derrière là-bas. Et toutes ces étapes là aussi sont, toutes ces étapes toujours monétisées, donc il faut toujours payer. Il faut payer. Avant de chaque étape d'une étape à une autre. À son prix, il y a son prix, il faut verser de l'argent. C'est d'où on a versé la somme requise par le monsieur, environ, c'était comme 150 000 francs CFA. Pour traverser le désert. Pour traverser le désert, une personne. Et bon, nous avons fait, nous sommes sortis la nuit pour la route du désert. On ne devait pas se faire voir par la police.
On a roulé, on a fait pratiquement une demi-journée de nuit. Une demi-journée de nuit. Cela veut dire que quoi, de 22 heures, peut-être dans les machines de 10 heures, 12 heures, on était dans que de rouler. Seulement pour essayer d'entrer dans le désert. On n'était pas encore entré. Pour essayer d'entrer dans le désert. Et dans le désert, on nous sommes arrêtés pour se reposer. Quand on avait fait la demi-journée, on nous sommes arrivés un peu dans un désert, on s'est calmé, on a pris du thé, de l'eau pour se ressourcer. Ça, c'était après combien d'heures, par exemple, de route déjà? C'était à peu près 8 heures ou 10 heures de route. Hein. Ça, on n'avait pas bougé. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans la voiture. On est dans la voiture nous transporte. Okay. Et comme on a fait aussi un long voyage, il fallait dégourdir les jambes, se tirer, tout ça. C'est donc nous sommes arrêtés au désert. Au désert, d'où les passes ont dit, c'est l'endroit exact, quoi, pour se calmer. On était assis, là, on prenait du thé. Pendant ce temps, le même monsieur qui nous portait du Nigeria pour l'Algérie, hormis qu'on les avait déjà payés, avait organisé avec ses camarades, les Boza, comment on les appelle, des gens du désert. Ils avaient organisé. En fait, quand on dit Boza, c'est une expression. Les Boza, ouais. C'est différent de Boza. Ah, c'est différent de Boza. Ouais. Ah, tu sais que ça revenait de l'expression Boza. Boza, c'est quand tu entres en Europe en tant qu'aventurier. Donc, quand tu n'es pas encore arrivé en Europe, tu n'appelles pas Non, tu n'es pas un Bozailleur. Tu es juste un aventurier. En fait, Bozailleur, c'est une expression camerounaise. Je ne sais pas si c'est aussi dans d'autres pays francophones. Donc, c'est des personnes qui quittent de l'Afrique pour l'Europe par la route. Ouais. Et donc, ce sont ceux qu'on appelle les Bozailleurs. Surtout quand ils arrivent. En Europe, ouais. Quand ils arrivent à leur destination finale, on dit ils ont Boza. On dit Boza. Ok. Et c'est comme ça, alors, ce monsieur avait organisé des cours avec ces gens. Quand on a fini de prendre notre temps, on est remonté dans la 4x4, on a roulé. Nous sommes arrivés à un point, on nous a coupé la route avec des fusils, des calages, tout ça. Au désert, ces mêmes gens qu'on avait payés nous ont déshabillés juste devant. Ils nous ont quitté les habits pour fouiller l'argent, téléphone, ils ont tout pris, bijoux. Les personnes que vous avez payées, ils ont pu vous amener au désert. Oui, ils ont... Au désert, ils nous dépouillent encore. Ils nous dépouillent tout. Ils nous ont pris tout. On était nus au désert, nus sur le soleil, sans barbouche, sans rien. Et puis, ils vous laissent. Et après, qu'est-ce qu'ils vous dépouillent comme ça? Bon, ils nous dépouillent, ils ont pris nos habits. Ils sont allés dans un coin pour fouiller. Ils ont fouillé, retiré l'argent, ceux qui avaient les téléphones, ceux qui avaient les bijoux, tout, ils ont tout pris. Wow. Ils ont tout pris. C'est maintenant, sur cette route, ils ont tout pris. Ils sont venus nous remettre ces habits, ils nous ont remis, on s'est habillés, on est remonté dans le car, ils nous ont laissé continuer la route. Vous payez des personnes qui vous portent et vous traversez le désert. Oui. Ils arrivent quelque part au désert, ils s'arrêtent, ils vous dépouillent, ils prennent tous vos biens, ils dessus vous. Ouais. Et ensuite, ils s'en vont et ils vous laissent là, ils continuent la route avec vous. Non, c'est eux qui nous ont agressés, ce sont les amis de ceux qui nous ont portés, en fait. Ok, et entre ceux qui vous avaient portés, où est-ce qu'ils étaient? Ils sont toujours là, ils jouent les innocents, ils disent pardon, ils font les gestes, quoi. Ils sont dans leur voiture, c'est une mafia, c'est quelque chose organisé déjà. Tu vois un peu, c'est quelque chose organisé. Mais moi, depuis déjà le Niger, on m'avait, comme j'avais un peu la route de connaissances qui sont passés par là, ils m'ont dit un peu comment ça passe. Comment la manière d'opérer, ouais. C'est d'où vous avez eu la droit de prendre ces véhicules. Ces véhicules, ouais. Parce que tu n'as pas le choix, c'est eux qui nous fait voyager. C'est d'où moi, j'avais mon secret qui était sur mon pantalon. J'avais coupé ici. J'ai mis mon argent et j'ai collé avec Super Blue. Il n'y avait pas de téléphone, juste de l'argent, mais j'avais caché ça sur le pantalon. Donc, de telle manière que même si ils vous déshabillent, ils s'en vont, ils ne trouvent rien, ils vont revenir. Ils sont revenus, ils ont remis les habits, on a porté, on est remonté dans la voiture. Moi, j'ai touché, j'avais mon argent, pas chance. Pas chance. Et les téléphones, ça avait pris. Ils ont tout pris, téléphone. D'accord, et avant, en arrivant jusqu'au désert, et comment étaient les nouvelles avec les parents au Cameroun? Est-ce que tu donnais de nouvelles ou alors si tu avais pris tous les liens? Non, dès lors là-bas, tu ne pouvais plus donner les nouvelles vu que même les gens là avaient pris nos téléphones. On ne pouvait plus. Avant d'arriver au désert, est-ce que les parents avaient quand même les nouvelles de toi? Oui, depuis le Niger, on a avisé. Ceux qui avaient des familles disaient, bon, nous partons actuellement en Algérie. Ah, ok. Dans chaque stop, ils disent quand même, nous sommes ici, on va aller là-bas. Bon, moi, en fait, c'est ce que je faisais à ma famille. J'appelais pour dire, je suis au Niger, je vais maintenant traverser pour aller en Algérie, on veut passer par le désert, bon, je ne serai pas disponible pendant un nombre de temps. Ah, d'accord. Donc, ok. Et donc, c'est là maintenant au désert qu'ils ont tout pris, ils ont pris le téléphone. Tout. Comme tu devais arriver en Algérie, appeler, pour dire que tu es arrivé, mais eux, ils avaient tout pris.
ça c'est risqué. Ouais. C'est maintenant sur la route du voyage. Bon, comme on m'avait expliqué, j'explique maintenant à mes frères camerounais que d'où tu vois, on a que d'aller en Algérie. Mais même quand on a payé, ils vont nous vendre encore comme des marchandises. Ils vont nous vendre qu'on va arriver à nos frères camerounais, toujours à Tamaracet en Algérie. Et c'est d'où maintenant, moi et mes frères camerounais, on s'est organisé qu'on va s'échapper. Lorsqu'on va voir la route, lorsqu'on va savoir que nous sommes arrivés, chacun va se faire dispersion, quoi. Et là, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a avancé à une limite, on a vu la route. On pensait que c'était l'arrivée, mais c'était pas l'arrivée, c'était juste un petit village dans le désert toujours. Et tout le monde a fait évasion, chacun a pris son côté. Donc vous avez fui la voiture. Sur la voiture. Croyant qu'on devait vous vendre. Oui, on devait nous vendre, mais nous on fuyait ça. Pour échapper ça. On a fui. Et maintenant, on ne savait pas qu'on n'était pas encore arrivé. On était toujours dans le désert. Et on s'est échappé comme ça, tout le monde a pris sa direction. Et moi aussi, j'ai fui. Et bon, j'ai marché. Mais en fuyant, on fuyait dans le mauvais sens. On entrait plutôt encore dans le désert. Wow. C'est comme ça que moi, j'ai fui. Ça, c'est vraiment prendre des risques. Ça, prendre des gros risques. Mais en ce moment, quand vous êtes déjà dans la situation, vous êtes obligé d'avancer, de continuer. Ouais, on était obligé de continuer. C'est comme ça qu'on a fui. Bon, moi, je suis plus entré dans le désert. Plus pour moi, parce que pour les autres, j'ai pas su. Mais pour moi, il est plus... J'ai fui, je sais pas où j'ai marché toute une nuit quand on nous a laissé de la nuit jusqu'au matin, jusqu'à midi, jusqu'à 14h, on marchait. C'est d'où tamponner notre Camerounais sur la route, toujours au désert. Il demandé où sont les autres. Il dit bon, on ne sait pas, chacun a fui de son côté. C'est d'où alors moi et mon frère là, on commence le parcours du désert ensemble, en marchant, on marche. J'aimerais juste savoir, du moment où vous avez échappé dans le camion, jusqu'à ce que tu rencontres l'ami camerounais, continue le cheminement. Tu te rappelles un peu combien de temps, de jours? Ouais, j'ai fait une journée. Ah, une journée à marcher. À marcher, seul. Dans le désert. Et au moment de la soif, comment tu n'as pas eu faim, tu n'as pas eu soif? J'ai eu soif, vu que même déjà du trajet qu'on devait faire du Niger pour l'Algérie, on avait des gouttes, mais c'était resté dans la voiture. C'est fait que je n'avais pas bu l'eau durant ce trajet. Bon, je n'avais pas d'eau, je n'avais pas de nourriture. C'est comme ça que j'ai tamponné mon frère, on marchait, on disait qu'on part où, mais on disait seulement on marche, quoi. On a marché ensemble durant une demi-journée. Bon, comme j'avais fait une journée avec moi seul, j'ai fait demi-journée avec lui. Et je me suis reposé parce que j'avais beaucoup marché. C'est d'où il me dit non, ne t'assois pas. Allons-y, frère. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Allons-y. J'ai dit que non. Je suis fatigué, frère. Je suis fatigué. On s'est reposé un peu. Il dit que non. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Lève-toi. Il dit non, il veut m'asseoir. Lui, il a continué sa route. Et moi, je me suis assis. Après peut-être 5-10 minutes, je me suis levé, je me suis tourné la tête. Il n'était plus là. Là, maintenant, tu étais seul. Là, j'étais seul. À quel âge? Dans les machines de 17 ans, 16 ans, je pleurais déjà. Par terre où? Oh mon Dieu, qui m'a amené ici? Est-ce que tu as eu des regrets? Bien... Ouf, j'ai eu beaucoup de regrets. Si en ce moment on disait que, est-ce que tu préfères rentrer à la maison? Je rentrais totalement. Je pleurais, maman, je pars où? Qui m'a envoyé? Je partais où? Tu vois. C'est d'où, bon, jusqu'à là, j'étais dans le désert, je pouvais plus rien faire après, fini de pleurer. Toute une journée, ça faisait déjà 2 jours que j'étais là. J'ai fini de pleurer. Et tu continuais d'avancer ou bien tu étais sur place? Je continuais d'avancer, mais sans savoir où je vais. J'avançais en pleurant. Dieu, il part où? Dieu qui m'a envoyé tout ça. Je me couche, je dors. Le 3e jour, bon, comme la nuit est venue, je devais dormir. Je me suis couché. Le matin est venu encore le 3e jour, je me suis levé. La journée toujours, j'ai continué à marcher jusqu'à la nuit. C'est la 3e journée de la nuit. Bon, j'avais soif. Bon, j'ai sorti le map de l'Afrique que je suis sorti avec depuis le pays. Ah, tu avais ton map de l'Afrique quand même? Ouais, j'avais mon map de l'Afrique. C'est d'où j'ai inséré mon pays, le Cameroun. J'ai mis le numéro de ma mère. J'ai sorti l'argent que j'avais caché, que les passeurs n'ont pas pu récupérer. Oui. J'ai mis, si au cas où on trouve mon corps, on a au moins c'est l'argent pour appeler ma mère et dire que bon, on a trouvé tel corps ici, avec votre nom et tout ça. C'est même dans la même nuit, dans mon sommeil, un souvenir, bon, quelque chose de l'enfance me rappelle un dessin Aladdin, de l'étoile magique, l'étoile de la nuit qui guide dans le désert. C'est d'où je lève la tête, il n'y avait rien, juste une étoile, mon Dieu, juste une étoile. C'est d'où je dis Dieu, je continue, je veux marcher avec cette étoile. C'est d'où je lève la tête, je marche avec l'étoile. Quand la journée est venue, quoi. Et quand je baisse, tu as marché la tête toute la nuit, tu suivais l'étoile. Je marchais avec l'étoile, je suivais l'étoile, je marchais sur l'étoile. Bon, moi, je crois que c'est l'étoile qui m'a aidé, je dis que c'est l'étoile qui m'a guidé. Je marchais avec l'étoile et quand l'étoile a disparu, j'ai baissé la tête. Quelques kilomètres, il y avait quelque chose de blanc. Je pensais que c'était un mirage, que c'était le mirage. Je frotte les yeux, je vois toujours le mirage. C'est donc, avec ma dernière force, j'ai dit, bon, si c'est ici que je veux mourir, hein, je cours direct dans la voiture, je cogne la voiture, les gens étaient en train de dormir. Je cogne. Il se réveille avec un long épée comme ça, là, il pensait que j'étais un voleur. Quand il sort comme ça, même moi, je suis surpris, je recule derrière.
Et aussi, j'avais aussi peur parce que je disais, ce sont les gens, les collègues, ce sont les connaissants de Ce sont ceux les gars de la mafia du qu'on a désert. fui, oui. C'est d'où maintenant, papa, je lui ai dit pas que j'ai fui de la voiture, mais il a dit que je suis tombé en dormant et que la voiture m'a laissé son parti. Mais il ne me comprenait pas, mais je m'exprimais comme ça. Que moi, je suis tombé, voiture partie, tombé, parti. C'est comme ça, il sort son épée, il me montrait une direction, en fait. Mais moi, il pensait qu'il me chassait. Mais il dit que non, je ne pars pas, il reste ici. J'ai vu la voiture, je vais partir. Ou quand il voit la voiture là, tu me dis de partir. Non, j'ai dit, je ne pars pas. C'est d'où alors, il me montrait une direction, mais en fait, il a dit non, je veux d'abord l'eau. Il dit en français, je veux l'eau. Il ne comprend pas. Je dis en Aoussa de chez nous, Diam, qui signifie l'eau, il ne comprend pas. Il dit Wata en anglais, il ne comprend pas. J'ai fait comme ça là. Oh mon Dieu. Il part dans un coin sur le sol. Ils ont une technique pour glacer l'eau. C'est une bouteille comme ça là, ils mettent de l'habit et ils mettent dans le sol, ça glace. Il m'a donné 5 litres, il me rappelle bien de ça. 5 litres, j'ai levé ça, j'ai bu. Même 5 lui, litres, 5 litres. 5 litres d'eau. J'ai bu tout jusqu'à la gorge. Il faut avouer quand même qu'il était gentil. Sûrement, il était juste prévenant. Il ne savait pas. Sûrement, lui, il se disait peut-être toi aussi, tu étais une mauvaise personne. Ouais. Il pensait qu'il était une mauvaise personne et moi, il pensait aussi. Mais une fois qu'on s'est compris, quand il m'avait donné l'eau, j'ai fini de boire bien. Il a dit avec les gestes, parce qu'on ne parlait pas la même langue. Il a dit avec les gestes que je veux être ici, porte-moi, il reste avec toi. Il dit non. Il me montrait un campement de femmes qui campaient au désert, qui étaient en train de prier, en fait, au désert. Ils faisaient le pèlerinage. Et oui, ça, c'était des femmes. Des femmes des Algériens. Ok. Des militaires algériens qui étaient au désert, vu que c'est toujours une frontière, c'est pas tout le monde qui part là-bas. Bon, ils étaient là-bas, ils étaient en train de faire les pèlerinages, les prières, tout ça. C'est d'où je tombe encore au sol, pour qu'ils m'aident encore plus, parce qu'il faut pas qu'ils me voient bien pourtant que j'ai bu l'eau. J'ai fait comme s'ils n'avaient rien bu, comme c'était eux que j'ai trouvé, et je tombe. Bon, parmi eux, il y avait quelques femmes qui parlaient un peu français. C'est Dieu, je dis pardon, aidez-moi. Je suis perdu. Et en plus, une petite parenthèse, avant d'arriver à ce lieu-là, Ouais. tu avais déjà combien de temps de voyage? C'était depuis que tu habitais ton pays? Depuis que j'avais quitté le pays. Je me souviens exactement, puisque tu n'as pas Exactement, je peux plus très bien te dire combien de temps, mais je peux te dire, j'avais pratiquement fait plus de 2 mois, vu que j'ai fait 2 mois déjà au Niger. Bon, pratiquement, j'étais à 3-4 mois. 3-4 mois, ouais. C'est déjà 3-4 Et mois. en ce moment, donc, ça veut dire que tu étais toujours dans tes 16 ans. Tu allais déjà vers 17 ans. Vers 17 ans, j'étais peut-être dans les 16 ans, 5 mois, 16 ans, 6 mois comme ça, déjà, je partais. Bon, c'est d'où j'arrive. J'ai fait avec ces dames, j'ai fait 7 jours avec eux. Mais attends, juste, qu'est-ce qui a poussé les dames à t'accueillir? Parce que vraiment, c'est pas facile de voir quelqu'un dans le désert, et surtout si on ne connaît pas sa provenance. Oui, justement. Et surtout si ce sont des femmes. Est-ce qu'il y avait des hommes que ce soit facile de t'accueillir comme ça, que tu restes avec elles? Elles-mêmes, elles n'avaient pas peur, elles n'ont pas pris peur de toi, ou alors? Non, j'étais un enfant. J'étais un enfant, comme on dit, eux-mêmes avaient des enfants avec eux qui fait le pèlerinage. J'avais 16 ans, j'étais petit, je n'avais même pas plus d'un mètre quelque chose, c'était bien petit, j'étais jeune. Bon, ils ont vu mon visage, et ils ont dit, bon, tu es de quelle religion, comment tu t'appelles, d'où tu viens, me poser ce genre de questions. Oui. Il a dit, je viens du Cameroun, je suis chrétien, et quel âge as-tu? Il a dit, j'ai 16 ans, bon, je veux bientôt aller vers 17 ans, c'est d'où il me dit, ok. Mais ils m'ont dit, la seule chose que tu peux rester avec nous, c'est si tu es musulman. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis chrétien, mais je peux m'esclamiser, pour besoin d'aide. Wow. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis esclamisé, comme ils voulaient. J'ai fait toutes les ambitions, et récité la shahada, qui est un mot que tu dois dire. Okay. Wow, donc pour pouvoir rester, pour qu'elle puisse t'aider, je me suis converti. Tu t'es converti. Ouais, en chrétien musulman. Et tout ça toujours dans le désert. Tout ça dans le désert. À ma troisième journée, comme j'ai dit. Bon, ce qui fait que je me suis esclamisé avec eux. On a fait 7 jours et je les ai aidés comme je pouvais avec l'eau. Bon, il y avait un coin d'où l'eau sortait du sol minéral. Bon, comme ils avaient besoin de quelqu'un pour porter l'eau, tout ça, bon, moi je partais avec eux. On faisait un peu les ambitions de 5 heures, de 12, les environs de 12 heures, quelque chose. Et bon, 3 ambitions par jour, 3 prières par jour. Bon, c'est comme ça que je faisais. Ils ont vu que je suis un enfant serviable, tout ça. Dans les pèlerinages, tout ça. Bon, ils ont dit, je peux rester avec eux. C'est d'où je suis resté. Bon, ils ont fait 7 jours, on a fait 7 jours ensemble. Les maris sont venus, elle m'a présenté à son mari. Son mari a dit, je viens d'où? Comme c'était aussi quelqu'un de la frontière militaire, il parlait français, il parlait bien français en fait. Je l'explique. J'ai dit que je suis tombé de la voiture, je dormais. Bon, il demande si j'ai l'argent, comment je vais aller pour Alger ou Oran, qui sont les 2 capitales. C'est d'où j'ai dit, bon, j'ai mon petit argent là, je reçois encore ça, je lui donne. Parce que le monsieur qui m'a donné l'eau n'a pas pris l'argent. Okay, c'est d'où il ressort.
Ouais, je donne ça au monsieur que voilà ce que j'ai. Si tu peux m'amener à Oran, d'où je vais aller pour continuer mon voyage, c'est bien. Il m'a dit que ok, mais cet argent peut pas te faire continuer, mais je vais prendre ça pour t'aider jusqu'à d'où je vais t'amener chez moi. C'est comme ça qu'on a fait. Je suis resté, bon, ils sont venus. On a fait 7 jours avec les femmes là. Il nous a porté, il m'a amené chez lui. Il m'a donné une petite maison, une chambre là. Ah, il était gentil donc. Ouais, il était gentil parce qu'il était aussi musulman comme eux. Ah oui, après d'être islamisé. Et après d'être islamisé, Donc, parce que ils j'étais pas t'ont islamisé. pris du désert, ils t'ont emmené chez eux, Chez eux. ils t'ont donné un petit point. Ouais. Là aussi, j'ai évité ce qu'on appelle le trafic d'humains parce que ceux qui nous devaient faire le trajet du Niger jusqu'à Algérie allaient nous vendre. Ils devaient nous vendre comme des marchandises. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont vendu certains. Et j'ai vu ceux qui étaient dans de vivre pour payer l'argent qu'on les a vendus et que d'autres les ont achetés. Donc, comme une sorte d'esclavage, tu travailles pour compenser l'argent. Pour compenser. Et puis, comme tu ne gagnes rien. Donc, toi, tu avais à payer même le voyage. J'avais à payer le voyage. Bon, ce qui fait que j'ai payé encore double fois et payé même une somme énorme. Je devais payer si je n'ai pas fui. Wow, c'est d'où un monsieur vient dire non, il faut l'amener d'où il y a ses frères. C'est d'où il me dit non, t'inquiète pas, il va t'amener d'où il y a tes frères. Il me donne encore un peu, une petite somme, encore un soulage que je lui ai donné. Il était vraiment gentil, ce monsieur, vraiment gentil. Il m'amène chez un groupe de Camerounais, je reste avec eux un temps. Et de là-bas, j'appelle maintenant ma famille pour qu'ils m'envoient l'argent pour Oran, la capitale. Ouais, c'est comme ça alors que j'attends un temps. La famille a envoyé l'argent, j'ai payé mon transport pour Oran. Pendant combien de temps d'attente tu as fait? Bon, j'ai fait pratiquement 2 mois là-bas à Tamaracet, 2 mois. Et tu vivais toujours chez le monsieur ou bien? Non, il vivait plus chez le monsieur vu qu'il m'avait envoyé chez mes frères camerounais. Ah, d'accord. Donc maintenant vous étiez en communauté. En communauté. Ça c'était en Algérie. En Algérie, à Tamassa, en Algérie. Ouais. À Tamassa? Tamaracet. Tamaracet. Ok. Ouais, Tamassa, en Algérie. C'est d'où alors, bon, là-bas j'ai fait 2 mois. Après, quand j'ai eu l'argent pour payer, j'ai payé. Il m'a fait traverser de Tamaracet pour Oran, qui est la capitale, la première capitale économique. Encore dans les mains encore, comme chez nous on appelle là-bas au Maroc, le Nganda. Ça c'était en Algérie. En Algérie, c'est en Algérie. Bon, quand je dis au Maroc, c'est parce que tout le Maroc, Algérie, on appelle, d'où les Camerounais se réunissent, on appelle ça le Ganda. Donc tu es au Nganda. C'est au Nganda, ouais. Et maintenant le Nganda, c'est bien ou vous êtes comment ça se passe là-bas? Vous êtes en communauté et vous travaillez ensemble, tu dois aussi payer. C'est pas que c'est ta maison, tu dois payer. C'est une somme comme si tu louais. On paye le propriétaire de la maison, le père de la maison. C'est un Camerounais toujours. Un Camerounais toujours. Mais pendant, il était avec le Camerounais, mais ceux qui étaient là a été payé par lui aussi. Parce que même c'est nous aussi en fait qui acceptons ce business. Nos frères qui nous payent. Parce que les gens là viennent nous vendre et nos frères nous achètent. Donc ça veut dire que ton propre frère de la même nationalité peut t'acheter. Ouais. Pour que tu viennes. Ouais. Tu viens, tu vis avec lui, tu dois payer son argent qui t'a acheté. La somme est exorbitante. Et en quand tu vis avec lui, qu'est-ce que tu travailles quelque chose de personnel ou bien ce que tu travailles c'est pour lui, c'est son bien? Bon, maintenant, ça va d'où c'est bien. Parce que si tu as ton argent, tu peux payer ce que il a payé au passager. C'est fini. Tu payes maintenant ta location et puis tu payes ton voyage. Mais maintenant, dans le cas de d'autres qui sont venus, qui n'avaient pas d'argent et qu'on les a vendus, ils doivent payer l'argent que le monsieur a payé à ces gens. Tu dois rembourser cet argent, cette somme qui peut être 1 million, peut être 500 000 francs. Et comment faire rembourser une grosse somme d'argent puisque tu es dans un parcours de voyage que tu n'as pas le droit de travailler légalement, ce qui est sûr dans le pays où tu es? Oui, mais tu peux travailler dans le noir, c'est l'esclavage. Même ça, c'est pas l'esclavage, c'est l'esclavage. Tu travailles dans le noir et si tu ne peux pas, bon, tu dois payer ta famille. Dans mon cas, comme je n'avais pas d'argent et qu'il n'y avait pas de travail pour moi, j'étais mineur, j'ai appelé ma famille, ils m'ont envoyé l'argent. Mais maintenant, d'autres qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas de famille, ils font comment? Ils doivent travailler misérable, ils doivent travailler dur. Et si tu n'as pas l'argent, et pendant longtemps, avant de son trajet. Et maintenant, si tu ne payes pas l'argent quand le monsieur t'a payé, il fait des vidéos sur toi. Il te met là, il te prend en vidéo, il te fout, te verse l'eau. Et beaucoup de cas sont passés, beaucoup de cas. Ah, ça, c'est toute la personne qui t'accueille dans le Nganda? Ouais, c'est tout ton frère. C'est ton frère maintenant qui te menace, qui te fout, qui t'attache. Il envoie les vidéos. Il envoie les vidéos à ta famille. Ça sont des pratiques vraiment... Que si tu ne payes pas, on va tuer ton fils ici, on va lui faire de tout, on va lui faire de tout. Et maintenant, ton propre frère qui te vend, qui te paye, en fait, qui te paye et qui te maltraite encore en aventure. C'est d'où maintenant, bon, ce que l'opportunité que les familles envoient, tu traverses. Ceux qui n'ont pas reçu ce que d'autres ont enterré quelque part là-bas, sûrement. Et toi, maintenant, tu as l'opportunité qu'on paye pour traverser. Et après, quand tu as fait cette traversée de l'Algérie, où est-ce que tu es arrivé? Quand j'ai fait la traversée du Tamaracet, on m'a laissé à Oran, toujours en Algérie. Et depuis l'Algérie, maintenant, il y a d'autres Camerounais. Tu pars toujours dans notre Ganda. Et maintenant, là-bas, comme vous êtes tous en famille, tu demandes, s'il te plaît, tu ne connais pas quelqu'un qui peut me faire traverser pour aller au Maroc. C'est comme ça que les bouches en bouche. De bouche à oreille. En bouche à oreille, ouais. C'est comme ça. Alors que maintenant, telle personne je connais quelqu'un qui peut te faire traverser la frontière. Tu lui payes comme 100, 200 000 francs. Tu lui payes 200 000 francs, il te prend. Vous partez la nuit toujours. Tout se passe dans la nuit, quoi. Oui. Dans la nuit, dans l'ombre.
vous partez dans la nuit dans une voiture, il a peur de sortir parce que lui-même, il ne parle pas comme ça. Il a toujours ces gens, les cassas, toujours comme ils appellent les cassas là. Il appelle, j'ai des gens, je veux que tu viennes avec ta voiture, on appelle Taxi Mafia. Il vient. Tout ça, ce sont des noms codés. Des noms codés. C'est des noms que seuls les aventuriers peuvent connaître. Oui, c'est ça. C'est d'où le Taxi Mafia vient, vous montez, il vous laisse à une destination. Maintenant, de cette destination, vous devez marcher pour traverser la frontière. La frontière de De l'Algérie pour le Maroc. Ah, pour le Maroc. Parce qu'on a la capitale, il faut maintenant traverser la capitale qui est Oran. Vous faites le trajet là en voiture, vous arrivez sur un point, vous marchez pour maintenant la frontière qui est une barrière. Et maintenant, comment faire pour traverser la barrière? Ça, c'est pour arriver au Maroc. Pour arriver au Maroc. Maintenant, pour traverser la barrière, c'est pas facile, hein. Il y a la voie algérienne de ce côté, il y a la barrière marocaine. Et avant la barrière, même encore, il y a un trou de combien de mètres de profondeur que tu dois sauter et tu dois remonter avant de monter maintenant la barrière. Ça, tomber dans le trou bien pour traverser. Pour remonter, tu sautes dans le trou pour passer. Parce que c'est un trou qu'ils ont mis pour que les gens ne passent pas facilement, quoi. Et donc, il faut entrer dans le trou. Dans le trou. Avant de ressortir. Et quand tu ressors du côté du Maroc. Tu ressors pas toujours du côté Maroc. Tu ressors toujours en Algérie. Parce que comme je te dis, il y a les Algériens, Ouadja, Algériens qui sont là. Ils font les tours. Quand ils partent, faire les manger comme ils prient. C'est le moment le plus vaillant secret, c'est quand ils prient. Quand ils sont en prière, c'est d'autres nous on profite, nous les chrétiens, pour entrer. Mais pour entrer, comme ils ont fait le trou, ils sont sûrs que ça c'est pas facile. Bah, tu sautes, tu peux aussi casser ton pied. Exactement. Et tout ça, c'est risqué. C'est comme ça, dans la vie, c'est le risque. On saute tout le monde. Et bon, d'autres ont l'opportunité d'amener la corde. C'est donc le capitaine, le guide, avait la corde. Lui, il a lancé la corde. Et celui qui pouvait grimper est monté, prendre, attacher. Et c'est donc maintenant, il a lancé la corde. Nous, on grimpe comme les militaires, en fait, quoi. Et on est toujours au côté algérien. C'est la terre maintenant algérienne qu'on monte. Il y a maintenant la barrière avec les fils barbelés. Les fils barbelés. C'est comme ça. Alors qu'on retire nos habits, on met sur les fils barbelés, on traverse du côté marocain. Mais avant le côté marocain maintenant, il y a toujours la Guadia marocaine qui passe toujours. Exactement. Il faut aussi connaître Bon, quand tu sautes, il faut aussi connaître à quel moment. Quand tu sautes déjà, boum, tu dois courir. C'est tuer pour tuer. Tu cours. C'est ça comme on a sauté là, on a commencé à courir, jusqu'à un certain niveau. Nombreux pour traverser. On est comme 20 minimum, hein. Donc, il y a toujours des personnes là-bas qui veulent traverser. Il y a toujours, on sont 20 de toutes nationalités. Là-bas, maintenant, nous sommes de toutes nationalités. Les Nigériens, les Algériens, même les Algériens sont parmi, parce qu'eux-mêmes veulent passer pour le Maroc et l'Europe. Eux-mêmes partent en Europe. Il y a toutes les nationalités, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, les Ivoiriens. Nous sommes tous là. On passe maintenant. Et on arrive maintenant au Maroc. Et de ce fait, même pour nous, n'a pas été tant évident. Ça, c'est la partie facile que je te raconte. Parce que nous, on a sauté en tient 20. Il y a d'autres qui sont calés des fils barbelés. Ils ont fait le bruit. C'est donc maintenant la Guadia marocain est venue. Et dans certains cas, quand ils t'arrêtent, ils te fouettent. Il te dit d'insulter la Guadia algérienne. Quand tu insultes la Guadia algérienne, il te répète dans le côté algérien. Tu vois le côté algérien, il te fouette bien. Il te dit d'insulter le côté marocain. Tu vois un peu. Mais il te torture, c'est une torture, mais ce qui est bien, c'est que les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, ils s'aiment pas. Ce sont les Arabes, mais ils s'aiment pas. Mais là, c'est mauvais pour celui qu'on a attrapé, parce que si, imaginons que, donc si on t'attrape, par exemple du côté marocain, que tu as pu traverser, et ils vont te menacer, ils vont te demander d'insulter les gens de l'Algérie. Oui. Quand tu les ils te remettent là-bas. Parce qu'ils vont te traiter, puisque tu étais de l'autre côté, tu les as insultés. Ouais. Et après, pareil, un peu pareil. Toi, tu es le noir, tu es l'innocent, tu es seulement là dans une guerre que tu connais pas quand ça a commencé, on t'utilise comme ça. Il y a des personnes, par exemple, qui ont fait ce ping-pong-là et après, ils ont survécu, ou alors d'autres perdent la vie. D'autres perdent la vie, d'autres sortent avec les tibias cassés, les pieds cassés, les mains fracturées, d'autres perdent d'œil. Il y a beaucoup de cas qui sont calés en Algérie. On le laisse dans quel camp? Algérie ou Bon, maintenant, comme l'Algérien, lui, il sait que tu es là pour passer. Bon, comme il a fait ce qu'il voulait avec toi, il te dit, passe la nuit. Lui-même, quand il t'a tapé là, si tu as posité, si tu es encore en forme, il te fait passer. Il te dit, va sauter. Saute tu pas. Quand tu sautes maintenant, au Maroc, tu peux maintenant partir. Si la Guadia marocain te reprend encore, ils vont encore te frapper, mais te remettre encore là-bas. Bon. C'est vrai que nous, on a sauté de cette nuit. C'était la nuit. Nous avons réussi à entrer au Maroc. Et d'autres sont calés sur la grille, comme il dit, ils ont crié. La Guadia marocaine est venue. Les motos, les chiens, dans la nuit. On commençait à courir. On a couru jusqu'à certains points. Maintenant, comme nous sommes nombreux, il y avait deux guides. Il y avait celui qui était un peu dangereux, un gangster, il y avait celui qui est calme. Tout le monde a suivi le dangereux. Moi et l'autre, bon, moi j'ai suivi l'autre, celui qui a vu qu'il était tranquille, il était quand même pas beaucoup, je l'ai suivi. Et il y avait aussi un qui m'a suivi derrière, qui a vu comment il y avait deux personnes qui partaient seules d'un côté, il nous a suivi. Tout le reste des 17 ou 18 personnes là, on s'est tous pris. Ils ne sont pas entrés en Algérie. On ne s'est pas vu au Maroc, on s'est tous arrêtés. Imagine un peu la suite du tabac. Que vous faites courir les chiens, les policiers, les gaz, tout ça. Comme j'ai suivi le guide qui était calme, on est entré jusqu'au
mari il a réussi à nous faire échapper de la frontière. On est entré dans la première ville marocaine. Bon, je ne me rappelle plus très bien le nom. Et maintenant, même là-bas, quand tu entres dans la ville, tu dois encore échapper à tes propres frères. À tes propres frères. Parce qu'eux-mêmes encore fait la même chose qu'à Tamaracet, en Algérie. Ils te prennent, ils te mettent dans tes frères, ils te mettent dans un coin, ils appellent ta famille. Bon, toi, tu appelles d'abord ta famille normale. Tu as assis, oui, maman, il y a besoin d'argent ici, bloqué quelque part. Mais on demande telle somme. Si ta famille ne donne pas, c'est d'où maintenant, ils te fouettent, ils te prennent les vidéos, ils te baissent l'eau. Ils t'obligent, en fait. Ils t'obligent. La famille envoie de l'argent. T'envoies l'argent. Et une fois que ta famille a envoyé l'argent, ils te libèrent. Mais maintenant, mon pas ça, le guide qui m'a fait passer le Camerounais là, nous a fait éviter ça. On a réussi à éviter ce qu'on a pris le train pour une autre ville, pour une autre ville quoi. C'est au Maroc déjà. Ça, c'est au Maroc déjà. On a pris pour une autre ville qui était Tanger. Bon, d'où moi je suis parti, Tanger, Boukalef, Misnana. C'est les zones que nous, les Camerounais, sommes plus. C'est d'où nous sommes arrivés là-bas. Bon, par reconnaissance, j'ai dit vraiment, tu es un bon type, tu nous as aidé. Bon, tu m'as aidé personnellement. Voilà, encore un peu plus d'argent. Il a dit merci. Bon, il m'a laissé là. Et maintenant, comme j'étais déjà là-bas, bon, en fait, de là-bas, maintenant, à la plage, tu peux voir l'Europe. Ah, c'est au Maroc, ça. Au Maroc. Quelle ville à la plage? Ça, c'est à Tanger. Et donc, quand tu as Tanger, Oui. et à la plage de Tanger, Tu peux voir l'Europe qui est 14 km. Et c'est quelle ville, par exemple, particulièrement en Europe? En Europe, c'est quelle ville? C'est Ajaziras. C'est une ville de quel pays? C'est de l'Espagne. Ah, Ça ok. s'appelle Ajaziras. Ok. Bon, Et là, maintenant, maintenant, c'est maintenant le trajet de la Méditerranée. la Méditerranée. Maintenant, pour entrer à l'Europe, il y a deux façons. Il y a l'eau, il y a la barrière. Ceux qui partent par la barrière, ce sont les lions, ils appellent les lions. Comment ça? Parce que vivre à la forêt n'est pas facile. Ça a des règles. Tu dois aller à la forêt avec de la nourriture pour ceux qui sont de là-bas, qui sont déjà dedans. Parce que toi, tu ne peux pas, tu n'entres pas, tu sors comme tu veux. Quand tu entres, il y a un temps pour sortir. Tu peux faire 6 mois, tu peux faire 3 mois, tu peux faire 4, tu peux faire beaucoup d'années. Il y a des gens qui font d'années là-bas en forêt. C'est même pour entrer en Europe, hein, parce qu'il y a encore une barrière de 7 mètres. Tu vois un peu, avec des fils barbelés. C'est une frontière. C'est une frontière, ma mère, c'est une frontière. Bon, maintenant, quand tu pars avec ta nourriture que tu as payé, tu fais un nombre de temps que la nourriture te donne de suivi. Tu donnes, si ça finit, tu peux donner l'argent à quelqu'un, donner son transport, il va payer la nourriture, mais toi, tu restes là-bas au désert. Là-bas, dans la forêt, pardon. Tu restes dans la forêt, c'est pour ça que ce sont les lions. Parce que le lion vit à la forêt, tu vois un peu. Et maintenant, par l'eau, qui sont nous, comme les nous, on nous appelle les requins. Parce que nous, on traverse la mer. Tu as choisi L'eau. de passer par l'eau. Ouais. Et en fait, explique-nous, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Comment ça a été ta traversée? Tu vas nous expliquer ça? Bon, ma traversée, personnellement, vu que c'est mon histoire, ma traversée, et une fois que ça arrive à Tanger, bon, comme on voyait déjà la mer, on a demandé comment on peut faire pour traverser la mer. On nous a dit non, il y a des réquisites. Bon, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut payer le taxi mafia sur une voiture qui nous porte de la maison pour la première forêt. Bah, c'est pas une forêt comme la forêt que les lions font. C'est une petite forêt qu'il y a la guardia marocaine dedans qui surveille avec les chiens. Bon, il vient te déposer au bord de la route et voici peut-être la forêt. Bon, quand il te laisse, tout le monde entre vite. On entre dans la forêt, on commence à marcher à la direction de l'eau en évitant les chiens. Tu comprends les bruits des Marocains, tout ça. C'est comme ça on est arrivé un peu d'où il y avait l'eau. On s'est allongé parce que tu peux pas venir le matin, tu te poses. On s'est allongé, on a dormi. Comment nous sommes arrivés? On a pris le taxi mafia la nuit. On est arrivé le matin. Bon, on a fait la forêt un peu. On arrivait un peu, il y avait encore l'avion pouvait nous voir si on commençait à pomper le Mateko. On devait nous voir. Le Mateko, c'est un pompé, c'est un machin rond comme ça. C'est comme ça que nous on appelle ça. Je sais plus prendre le nom en français. C'est un pompé rond comme pompe l'air dedans. Ah, ok. Ça, c'est ce qui va, Ce qui va permettre de traverser l'eau. La Méditerranée. La Méditerranée. Ah, ok. Donc, vous allez gonfler. On va gonfler. Ça prend combien de... Ça dépend. Pour nous, était 6 personnes. Il y avait 6 hommes, 2 femmes, une femme enceinte et une femme normale. Et encore, on avait les gilets de la roue ici. Tu pompes aussi ça. Les téléphones, tu mets dans le plastique, le condom, tout ce qu'il faut faire pour protéger. Et ça, ce matériel-là, c'est vous qui les achetez? Ouais, c'est nous qui l'achetons par le trafic, derrière, toujours aux Algériens. Ouais, c'est illégal. Ok, donc on peut pas aller acheter ça normalement. Non. On peut les acheter toujours. Non, toi, non, tu peux pas aller payer ça si tu n'as pas les papiers marocains. Tu peux pas. C'est le Marocain qui achète pour toi, il te donne dans le noir. Et pour aller acheter, il faudrait que tu le payes aussi. Oui, tu le payes, tout c'est le business. C'est un business, l'aventure. C'est d'où maintenant, bon, nous sommes arrivés, on a traversé la frontière. Bon, il manquait maintenant, la seule frontière qui nous manquait, c'était l'eau qu'on devait traverser. Bon, on a dormi là-bas jusqu'à 4 heures du matin, d'où on ne voit plus rien. On a commencé à pomper tous les gilets, pomper tout, on a mis sur nous. On est monté. Dans le bateau, il y a 2 guides. Il y a le guide, il y a le capitaine. Le capitaine nous dit, bon,
il a regardé la météo, mais ça avait changé. C'est d'où maintenant, bon, on part sur l'eau, on rame, vers les 4-5 heures, l'eau commence à devenir mauvaise. L'eau devenait mauvaise, ça nous ramenait sur le côté marocain, ça nous ramenait, nous, on était là, on rame, allons-y, on peut, on rame. C'est comme ça, vous voyez la ville. On voit les lumières, on ne voit pas la ville, c'est les lumières, les brillants, on dit voilà l'Europe, nous tous on est au bateau, on dit que voilà l'Europe, on peut arriver, on peut, le Beaux-Arts est là-bas, voilà l'Europe. C'est comme ça qu'on rame, l'eau était tellement mauvaise, qu'on avait les vagues depuis combien de 2 mètres, 1 mètre, ça venait, boum, ça nous ramait derrière. L'eau entre, les femmes retirent avec un verre, ils retirent l'eau. Et nous, on rame. Et les filles retirent l'eau. Et on s'est même chavié, le bateau a chavié. On est tombé dans l'eau. Mais le conseil du capitaine a dit de ne pas paniquer. Que si on tombe dans l'eau, on arrête seulement le Mateco. On a arrêté tous le Mateco. Il a reçu de la roue de la voiture. Et l'eau était toujours mauvaise. Ça te prend, boum, ça te met dans l'eau. Mais comme tu as le machin rond là, ça te rejette dehors. Tu dois seulement prendre de l'air pour que quand ça entre, tu entres dans l'eau, tu ne te noies pas. Tu ne bois pas beaucoup d'eau parce que c'est salé. C'est comme ça que bon, le capitaine a réussi à tourner le Mateco. Et ceux qui ne savaient pas nager, qui s'étaient un peu éloignés, il est parti, il les prend, il les remet, on remonte. C'est d'où, bon, on a envoyé la direction, la ubication de nous étions à Salvamento. Ça s'appelle comme ça, c'est l'espagnol. Salvamento, c'est la Croix-Rouge. Ah, et qui envoie le signal? Bon, nous-mêmes. Avec quoi vous avez avec le téléphone qu'on a mis dans le condom, comme était dit, pour protéger pour l'eau. Comment vous envoyez le signal? Par WhatsApp. Parce que dès déjà au Maroc, il y a des femmes qu'on connaissait, bon, que les gens connaissaient de bouche en bouche, qui a dit que non, on a quelqu'un en Espagne, que vous pouvez envoyer votre direction. Elle envoie à la Croix-Rouge. C'est d'où maintenant, nous, on a envoyé la direction à cette femme, que pardon, nous sommes dans l'eau est mauvaise, il y a une femme enceinte, il y a 2 femmes, une femme enceinte et 6 hommes. On est en train de vouloir mourir parce que l'eau est mauvaise, l'eau nous ramène, tout ça. C'est d'où elle a pris la direction, elle a envoyé à la Croix-Rouge. De l'Espagne. La Croix-Rouge nous cherchait depuis la nuit, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ils nous cherchaient depuis la nuit. Et bon, ils ont pu nous trouver. Mais de loin, j'ai vu quelque chose de triangle, quoi. Qui venait un peu loin. Puis d'abord vient comme un point. Il dit, il y a quelque chose qui vient là-bas. On ne voit pas, mes frères ne voient pas. Il dit qu'attendez. Après, il voit un petit triangle. Puis ça devient énorme. Il dit que les voilà. On commence une fois. C'est là-bas que tu commences à crier Boza. Tu vois un peu. Et c'était pas là-bas. Quand on a crié Boza, voilà comme ça, la Guadia marocaine a fait des dénis. Voilà les gens qui devaient nous sauver pour nous amener en Espagne qui viennent. La Guadia marocaine est venue, ils sont mis au milieu, ils nous ont pris. Ils nous ont ramenés au Maroc. Ça, c'est la première fois. C'est pas facile. Donc, tu as fait la tentative plusieurs fois. Ouais, j'ai fait la tentative plusieurs fois. Oh là là, donc la première fois comme ça. On a vu Ben, on a l'émotion, tout ça. On est rentré, on dit Dieu. Mais attends, mais quand vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez émotionnellement, comment vous êtes senti? On s'est senti mal. On a dit, mon Dieu, ils ne pouvaient pas nous laisser. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ne pouvaient pas nous laisser vu qu'ils étaient là pour nous prendre. Ils étaient prêts à nous prendre. Parce que nous, on avait vu l'Europe. On a dit qu'on était entré. Tu vois un peu. Mais ils nous ont pris, ils nous ont mis sur le bateau. Après, ils nous ont ramenés au Maroc. Mais jusqu'à là, on a dit, on va essayer. On est là pour passer. Non, quand ils nous amènent au Maroc, ils nous amènent à la police. On nous prend les noms, tout ça. On nous déporte vers la Mauritanie. Et ils veulent nous chasser. Et on vous a envoyé à la Mauritanie? Voilà, la Mauritanie. C'est frontière avec le Maroc, mais de l'autre côté là-bas. Ils nous envoient là-bas pour qu'on a plus l'espoir d'avancer. On rentre derrière, non? Mais jusqu'à là, on a encore pris le bus, on est revenu sur le Maroc. On est revenu d'où on était à Tanger. On a encore planifié notre voyage. Et après la deuxième tentative, comment? Deuxième tentative toujours a échoué parce qu'on nous a pris dans la forêt cette fois-ci. Ah oui, cette fois-ci, vous avez voulu passer par la forêt? Non, on était dit, on passe par la petite forêt. Oui, avant d'arriver dans l'eau. On nous a pris toujours dans la forêt. C'est la deuxième fois ça. Maintenant, là-bas, ils nous ont plutôt ramené, maintenant, toujours au Maroc. Ils nous ont laissé, ils nous ont amené à la police, après, on nous a laissé. On est parti, on a encore replanifié notre voyage. Ça, c'était la troisième fois qui était la bonne. C'est donc maintenant, on planifie, on a réussi à passer la police marocaine de la forêt, de la petite forêt. On a réussi à passer la marine. On est arrivé sur la ligne internationale, par sur l'eau. Il y a, tu vas voir, c'est 2 couleurs différentes. Le côté Espagne est clair. Le côté marocain un peu est là, mais c'est différent. Tu vois, l'eau est différente. C'est différent. C'est donc maintenant qu'on a traversé cette ligne-là, on est toujours dans la direction. C'est donc maintenant Salvamento, comme on les appelle la Croix-Rouge, est venu nous prendre et nous amener sur une île qu'on appelle Ceuta. Et à ce moment, vous étiez combien dans votre bateau quand vous avez pu traverser? Nous étions 6, toujours 6. Les mêmes 6. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Donc vous êtes restés en groupe. On est resté en groupe, tous les tentatives, comme c'était un chant religieux, tout ça, on était avec Dieu. On dit, il n'y a pas meilleur
pasteur, meilleur croyant qu'un aventurier. Effectivement, je l'ai demandé, mais votre croyance pendant ce moment, j'imagine que vous étiez vraiment beaucoup spirituel en ce moment. Ouais, nous sommes très, très spirituels. On sentait que Dieu était avec nous. Bon, même pas qu'on sentait, on appelait d'être avec nous, quoi. On appelait que viens être présent. Wow. Dieu, sois présent, aide-nous. Et quand vous êtes arrivé, donc là maintenant, au moins, vous étiez arrivé, vous êtes des Beaux-Aïeux puisque vous êtes arrivé en Espagne. Oui, on tient les Beaux-Aïeux. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé en Espagne? Comment ça s'est passé avec... C'est la Croix-Rouge qui vous a accueilli? Non, la Croix-Rouge nous portait seulement pour nous sauver. Comme les noms les dit en espagnol, salvamento. Ils sauvent les vies. Ils nous ont sauvés, ils nous ont amenés dans un territoire espagnol qui est au Maroc, mais c'est espagnol. Ça s'appelle Ceuta. C'est d'où maintenant là-bas, on vous crie. Vous les majeurs, on vous envoie dans un centre de majeurs. Vous les mineurs, on vous envoie dans un centre de mineurs. Quand t'es envoyé dans quel centre? Moi, quand il venait d'arriver, comme je voulais, il dit, je suis mineur au début. Il dit, je suis mineur, on m'envoie dans un centre de mineurs. Maintenant, je suis arrivé là-bas, bon, c'est que les mineurs m'ont raconté que non, on prend des dons sur vous, tout ça, on vous aide pas. C'est d'où j'ai décidé que non, la prochaine fois qu'on va venir me chercher pour aller faire les empreintes à la police, tout ça, par exemple, quand tu es mineur, on te fait les papiers directs. Pour aller prendre les empreintes, il veut dire que non, je suis adulte pour aller au centre des majeurs, pour qu'on m'envoie vite en péninsule, en Europe, parce qu'ils pouvaient taper un 4 ans, 3 ans là-bas. Étant à la frontière là-bas, et sans don. Moi, il voulait continuer ma route pour avancer, il voulait avancer. C'est d'où la police avec moi dit que non. Il me dit, tu as quel âge? Bon, comme me connaissait, que mes frères m'ont dit, il dit pas que tu es mineur, il dit que tu es adulte, il dit, j'ai 22 ans. En ce temps, j'avais 17 ans. J'avais accompli mes 17 ans propres, hein, propres. C'est d'où maintenant, il dit que j'ai 22 ans. Il me dit, non, tu n'as pas 22 ans. Il te donne 15 ans. Il dit 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 3 ans ici. Non, c'est beaucoup. Il veut pas faire 3 ans ici, là, avec tout ce qu'on me dit, il veut pas faire. C'est d'où maintenant, il dit, bon, 3 ans. Il dit après que non, moi, j'ai 22 ans, je suis pas mineur, je suis adulte. Il dit que non, petit, viens. On va te donner 16 ans. Il dit 16 ans, non, il veut pas. Je suis adulte. Il dit que je suis adulte. C'est quoi, je suis adulte? Il discute avec la police, hein, et l'hôpital. Il dit que je suis adulte. Il dit que non, tu es pas adulte. C'est d'où maintenant la police décide qu'il vient me chuchoter qu'on accepte. Tu auras les papiers, tu auras une bonne vie, on va t'entretenir, tout ça. Il dit ok. Il me donne 17 ans, 6 mois. Et après ça, maintenant, il ne fait pas l'espagne. Après ça, maintenant, il te porte, il t'envoie. Chez les adultes? Chez les adultes. Non, comme ils ont accepté, ils m'ont donné 17 ans, 6 mois. Il devait faire 6 mois pour compléter 18 ans. Ok, et après 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé à Péninsule. Même bien une péninsule là, en Espagne, à Madrid. Okay. Ils ont payé le transport, tout ça. Je suis arrivé à Madrid avec mes papiers en main. À 18 ans, tu as eu les papiers? Oui. 18 ans, on m'a donné les papiers et bon, il fallait maintenant renouveler. C'est d'où j'ai appelé au Cameroun pour qu'on me fasse un acte de naissance selon l'âge qu'on m'a donné. Parce que c'est eux qui m'ont donné, ils m'imposaient un âge, c'était pas mon âge. Donc, on m'a fait l'âge et tout ça, papa. J'ai réussi à renouveler. Bon, pour renouveler, même encore, il fallait travailler. Et pour travailler, il fallait un métier. C'est d'où je me suis mis, j'ai étudié. J'ai fait l'électricité. Ok, tu as fait l'électricité au Grand Médio, comme on dit chez nous, comme c'est comparé au Cap chez nous. J'ai fait le Cap là-bas. Et après tes études, tu as eu un boulot? Après mes études, j'ai fait la pratique d'une entreprise. Et comme j'étais bon, par contre, moi aussi aimé, il a dit, je vais te faire un contrat. Parce que chez nous, ça fait un contrat, ça façon de contrat. Il m'a fait un contrat, j'ai pris ce contrat. J'ai pris maintenant le papier et je suis allé faire la renouvelation. On m'a donné l'autorisation de travail. Parce qu'on m'a donné le papier, mais sur le papier, il n'y a pas l'autorisation de travail. C'est maintenant sur l'autorisation de travail. Puis il commençait avec le monsieur là. Waouh, ça c'est vraiment une belle histoire, une belle aventure. Donc du coup, tu t'es retrouvé en Espagne et puis tu as commencé à travailler. Et combien d'années tu as fait en Espagne? J'ai fait pratiquement 7 ans. 7 ans en Espagne. Ouais. Et entre-temps, tu travaillais? Non. Bien? Bon, j'ai un peu essayé de couper plus court, mais j'ai fait actuellement, même quand j'ai les papiers, d'avoir fait 3 ans après la renouvelation. Et puis pendant ta formation, tu as fait pendant les 3 ans, tu fais ta formation? Je faisais ma formation. J'allais à l'école, je me portais bien, tout ce qu'il y avait besoin pour mon futur. Je savais ce qu'il voulait et il fallait. Et l'ONG dans lequel il m'a reçu m'a donné cette opportunité de le faire. Et maintenant, avec les papiers, tu étais pris en charge facilement là-bas? Oui, pas de problème. Oui, pris en charge de quelle façon que j'avais la nourriture le matin, le soir et la nuit et j'avais un toit pour dormir. Et donc on te logeait, on te nourrissait. Oui. Et puis tu faisais une formation. Ouais, une formation. Et après tu as eu ton permis de travail. Ouais. Et c'est d'où maintenant le monsieur m'a contracté dans son entreprise et travaillé avec lui durant 2 ans. Après, j'ai pu changer. Okay. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que vraiment son histoire, elle est très très longue. On a coupé court parce qu'elle est vraiment longue. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc ce que j'aimerais dire nous sommes presque à la fin de notre vidéo, c'est que Jordan, aujourd'hui, il a fait le Cameroun pour l'Espagne par la voie de route. Il a traversé le désert et la Méditerranée. Et il est parti en Espagne. Il en a fait 7 ans. Ouais. En Espagne, il a fait sa formation d'électricien. Électricien, ouais. Oui, et puis il a trouvé son boulot là-bas. Et plus tard, il s'est retrouvé aux États-Unis. Et aujourd'hui, on fait notre interview, il est au Canada. Canada, ouais. Donc, ça veut dire que
Et étant aux États-Unis, il a son travail fait et il envisage d'écrire son livre parce que vraiment son histoire, il aimerait raconter à plusieurs personnes. Bon, tout de suite à la fin, quel conseil tu aimerais donner aux jeunes? Avant d'arriver à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure que nous sommes là, si on revenait encore des années en arrière, parce que quand tu as fait ton parcours, je trouve que tu as fait plus de 8 mois, presque dans les 8 mois du camp du Cameroun pour l'Espagne, on revenait en arrière. Est-ce que tu aurais encore eu le courage de... Non, si on m'avait dit tout ce que j'allais traverser, ce que j'allais en vivre en Europe, j'aurais dit que non, mieux je restais dans mon pays et faisais mon petit business avec mes 1 million que j'avais pu travailler. Faisais quelque chose de mieux. Je faisais quelque chose de mieux. Ah ouais, c'est ça. Et alors, quel conseil tu donnes à un jeune comme toi aujourd'hui qui veut prendre la même route? Bon, parce qu'il y en a plein, il y a beaucoup d'Africains qui aimeraient en Europe pas la voie de route. Quel conseil toi tu vas le donner? Bon, je dis, c'est pas évident parce que tu vas dire à quelqu'un ne sort pas, il va se fâcher que tu ne veux pas son bien. Le conseil que peut donner un Camerounais, un jeune, il faut pas sortir pour les yeux des gens. Il faut pas sortir pour sortir. On sort avec un objectif. On sort avec quelque chose dans la tête. On sort parce qu'on sait que d'où je suis, il n'y a plus rien pour moi. Que non, il faut que je sorte pour aller chercher mieux. Il faut pas sortir, j'ai mon business, c'est pas une aventure, non. Si tu as ton argent, tu as tes économies, essaye d'épargner et faire quelque chose de mieux dans ton pays. Ouais, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident, vraiment. Ah ouais. Le conseil que je peux donner, c'est de rester et de chercher à se développer. C'est le moyen plus rapide. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Jordan. En fait, cette vidéo, le but, c'est pour d'attirer l'attention des jeunes, de ces jeunes-là qui ont l'ambition d'arriver en étranger, peu importe les moyens. J'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir montrer à tous ces jeunes-là qui envisagent prendre la voie de route pour l'Europe que ce n'est du tout pas facile. Il y en a ceux qui meurent. Son histoire est tellement longue parce qu'il y en a des personnes qui sont morts, comme l'un de mon ami dans le cas, que j'étais avec lui au Niger. On a traversé tout la Caraïbe jusqu'au Maroc. Il m'a montré sa photo de sa fille qui avait presque 3-4 ans et il est mort après que je suis entré en Europe. Lui, il est mort dans la mer. Voilà. Tu vois. Il y a des gens qui meurent au désert, il y a ceux qui meurent dans la mer, il y en a ceux qui, d'autres qui n'arrivent pas. Vraiment, le chemin, il est vraiment, c'est vraiment difficile. C'est difficile. En fait, moi, je le conseille pas. Non, moi, je ne conseille pas. Actuellement, je ne peux plus conseiller à quelqu'un de sortir parce que tu te trouves en Amérique et puis tu as ton petit boulot. Ouais. Ce qu'on peut retenir à la fin, c'est que si vous avez vos économies pour pouvoir aller prendre cette voie de route-là, il serait mieux de pouvoir investir sur quelque chose, développer votre business, développer votre entreprise et en plus, si cela réussit, vous pouvez aller dans le pays qui vous plaît, vous pouvez aller quand vous voulez et quand vous voulez dans les pays qui plaisent.